le data storytelling. Le data storytelling pour faire des présentations qui créent de l'envie, qui poussent à la décision. Donc, je suis sûr que comme moi... il faut que je vise ici. Attendez, alors on va échanger comme ça, voilà. Alors, voilà. Je suis sûr que vous connaissez tous cette phrase. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est 5 siècles avant Jésus-Christ, Socrate. Je connais un autre philosophe, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a dit ceci. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien retenu. Il est ici, c'est Kevin. Donc, j'ai assisté à trop de présentations où, en fait, je ressors et je me dis, mais j'ai juste perdu du temps. On ne comprenait rien, on ne voyait pas où est-ce que la personne voulait aller. Et il y a plein de raisons qui peuvent pousser à ça. Une personne qui crée aucune connexion en fait avec son audience, il est là, il lit ses slides sur une voix monotone, et en fait, il aurait très bien pu vous envoyer un rapport au lieu de vous bloquer du temps, et ça aurait été plus pratique. Le seul moment où vous êtes content, c'est lorsqu'il a fini, parce que vous pouvez enfin applaudir et passer à autre chose. Il y a aussi une autre raison qui veut pousser une présentation à être ennuyante. Regardez cela. Trop d'informations. On va dire que vous avez travaillé pendant 6 mois, pendant 1 an sur un projet et vous voulez le présenter aux stakeholders, donc peut-être au manager, et donc tous les détails de la présentation, vous voulez les mettre. Mais non, en fait, présenter, c'est sélectionner. Donc là, il y a un tableau, un visuel, trop de texte, et la charge cognitive, elle est beaucoup trop élevée. Votre cerveau, en fait, il dit ça. Il dit, stop, il y a trop d'informations, là, je ne peux plus procéder. Donc, ensemble, on va voir comment faire pour rendre votre présentation intéressante et surtout la pousser vers une décision. Bien. Alors, qu'est-ce que le data storytelling? Alors, il y a plein de définitions. Un bon data storytelling s'appuie sur une base de 3 éléments. Le narratif, donc la forme narrative. Ensuite, la donnée. Et la donnée, en fait, ce n'est pas la donnée vous allez l'utiliser, mais surtout cette donnée, vous allez la visualiser. Et donc, c'est ces 3 éléments qui vont créer le data storytelling et après, pousser votre présentation vers ce qu'on va appeler de l'engagement. Parce que derrière, c'est ça, vous voulez pousser vers une certaine décision. Jusque-là, je pense que ça va. Je vous ai tous. Ouais? OK. Donc maintenant, intéressons-nous à la visualisation. Imaginons, vous avez 2 variables. La première, c'est des conversions, on va dire les conversions de prospects à clients. Et une deuxième, c'est des journées. Et donc, vous allez sur votre logiciel préféré, Python, R, Excel, et vous faites votre EDA plutôt, Exploration Data Analysis, donc votre exploration de données. Et le résultat d'office, c'est ce qu'il vous donne. Et imaginons, c'est comme ça que vous l'avez, c'est comme ça que vous voulez le présenter? Certainement pas. Parce que là, il y a plein d'informations qui sont inutiles. La première chose ici, c'est les grid lines, donc les lignes horizontales en fond. Bon, elles n'ont aucun intérêt ici, donc on peut les enlever. Ensuite, vous faites une présentation. Donc pensez à votre audience. Votre audience, il faudra donc indiquer ici les données, c'est-à-dire les data labels. Donc là, les étiquettes, on va mettre les taux de conversion. Mais vous avez vu, je vous ai parlé de taux de conversion. Taux de conversion, en général, c'est des pourcentages. Nulle part sur ce graphique, il y a des pourcentages. C'est indiqué. Donc peut-être que déjà, sur l'axe des labels vertical, je vais indiquer que je parle de pourcentage. Mais ensuite, on dit souvent qu'un graphique, il parle de lui-même. Mais non. Sur ce graphique-là, je sais, vous pouvez voir quelque chose d'important, mais moi, je peux voir autre chose. Et mon but, en tant que présentateur, c'est que vous et moi soyons connectés, que nous voyons la même chose. Et pour cela, alors, je vais peut-être jouer avec les couleurs et opposer. Et là, ce qu'on voit tous, c'est que le lundi, le taux de conversion est beaucoup plus faible. D'accord? C'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, je vais encore insister. Je vais encore insister avec le titre, parce que le titre, conversion vs jour, c'est assez neutre. Et moi, encore une fois, je vous ai dit que je veux que vous alliez dans une certaine direction, la même que la mienne. Donc, je vais changer le titre et je vais mettre taux de conversion faible le lundi.
Et finalement, en sous-titre, c'est là que je vais mettre un sous-titre un peu plus neutre, l'équivalent de jour vs conversion, mais sauf que je vais le dire un peu mieux, avec taux de conversion des prospects par jour ouvré, avec les pourcentages. Mais finalement, si j'ai tout ça, est-ce que j'ai encore besoin de garder l'axe vertical? C'est comme vous voulez. Moi, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin, parce que là, on est déjà assez clair. Oups, j'ai été un peu vite. Et en fait, avant, on avait ceci, et après, on a donc cela. Hein, c'est le même graphe. Et vous voyez, hein, à droite, je cible et vous savez où regarder. Bien, ça c'était pour la partie visualisation. On a dit que le data storytelling, c'est le narratif, le data et le visuel. Donc, avançons. Et avançons. Et bien sûr, au niveau du visuel, ce que j'ai fait, j'ai utilisé donc les attributs préattentifs. Qu'est-ce que les attributs préattentifs? C'est tout simplement des attributs qui vont indiquer à votre œil où regarder. Il y en a plein. Il y a la couleur, par exemple, comme je l'ai utilisé. Il peut y avoir aussi les positions. Les positions, c'est dès que vous faites des calculs de fraude, d'anomalie, et ben, souvent, cette anomalie, elle est positionnée différemment. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi les outliers. Comment vous voyez que c'est un outlier? Parce que tout le monde est vers le bas et il est vers le haut, le outlier. Donc là, hein, c'est aussi un attribut préattentif. Mais il y en a encore d'autres. La taille, l'épaisseur, la forme et l'encadrement, l'orientation, l'intensité. Bien sûr, dans vos présentations, n'utilisez pas tous les attributs préattentifs. Maximum 2, parce que trop de signaux pour votre cerveau, c'est comme tout à l'heure avec le slide où il y avait trop d'informations, ça revient à pas du tout. C'est trop d'informations et votre cerveau, en plus de la voix, c'est difficile à processer. OK. Donc maintenant, passons à la partie storytelling, la deuxième partie. Donc, le storytelling, ça sert à quoi? Ça sert à créer de l'attente. Vous le voyez très bien sur tous les outils que vous adorez utiliser, hein, les plateformes, hein, que ce soit Netflix, c'est des histoires. YouTube, c'est encore des histoires. Au TikTok, c'était encore des histoires. Tout cela, c'est des histoires et ça nous rend accros. Hein. Ils réussissent à créer donc cette attente. Et nous, bien sûr, dans un cadre professionnel, on ne va pas utiliser le storytelling juste pour créer de l'attente, mais pour faire passer un message à travers une forme narrative. Et que ce message-là soit intéressant, captivant et pousse à l'action. OK. Donc en fait, toutes les histoires, hein, on peut les représenter sous forme de 2 axes. On revient aux mathématiques. L'attention, hein, le fait que ça vous intéresse, et la progression narrative, l'avancée. Hein. On retourne tous ensemble donc en classe de 6e. Et une histoire, ça commence avec quoi? Avec un début. Le début jusqu'à l'accroche. Ici, c'est là où il y a l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, on arrive au milieu. Le milieu, la tension monte hein, jusqu'au climax. Donc, c'est là où le héros est face au méchant et puis c'est l'affrontement final. Et enfin, la fin où la tension redescend, on revient comme la situation initiale et résolution du conflit. Donc, cette histoire-là, c'est valable pour tout. Hein. Si on prend l'exemple du Roi Lion, hein, au début, le Simba naît, l'accroche, son père meurt, milieu, il avance, en tant qu'adulte, finalement, il reprend son trône, et la fin, il devient roi. Là, je vous ai parlé d'un film, mais ça pourrait aussi être quelque chose de complètement différent, un match de foot. Je crois que le PSG s'est qualifié il y a 2 jours, donc début du match, grosse tension, le Barcelone marque, donc là, comme on dit encore en France, à Paris, ils sont en PLS, donc finalement, il y a un carton rouge et compagnie, et le PSG réussit à se qualifier, et voilà, hein, il devient le héros national. Donc, mais nous, bien sûr, hein, je ne suis pas là pour vous parler ni de foot, ni de film, on revient à nos datas, et dans notre histoire, il y a un début, un milieu, une fin, mais aussi, dans chaque histoire, il y aura également, devinez,
un sujet, un héros et un antagoniste. L'antagoniste, c'est le méchant. Dans le monde, un cadre professionnel, alors le sujet, ce sera le sujet de votre choix, ce que vous présentez. Le héros, c'est la métrique, donc le KPI qui vous intéresse. Le KPI, ça peut être de la qualité, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être ce qui vous intéresse ici. Les antagonistes, ça va être tout ce qui va vous empêcher tout ce qui va empêcher votre métrique d'évoluer dans le bon sens, donc d'avoir le bon résultat. Ici, le début, c'est comment la métrique est au commencement. Le milieu, tous les changements que vous avez mis en place pour que cette métrique évolue dans le bon sens. Et enfin, la situation finale, ça va être où est-ce que cette métrique en est. Est-ce que vous avez réussi à faire monter la qualité de la donnée? Est-ce que vous avez réussi à avoir plus de clients? Quelles suggestions vous émettez via l'analyse que vous avez faite? Bien. Tout cela, jusqu'à maintenant, c'est très théorique et il faudrait qu'on voit ensemble un exemple. Donc, on va terminer avec cela ensemble. Un exemple de data storytelling. Je vais parler d'un client avec lequel j'ai travaillé. Enfin, ce n'est pas exactement lui, mais c'est un de ses concurrents, Prelo. Prelo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de résidence de location secondaire. Donc, voyons ensemble leur business. Il y a Prelo, un site internet, et sur leur site, en fait, des propriétaires peuvent contacter le site Prelo pour essayer de rentrer avec eux en business. Et après, Prelo a des sales qui recontactent les propriétaires, ils font leurs offres, soit les propriétaires acceptent et donc de prospect, le propriétaire devient client, soit il refuse et donc le taux de conversion, ça le fait chuter. Et bien sûr, si c'était que ça ne fonctionnerait pas. Il faut également les internautes. Les internautes, ils vont sur le site, et puis sur le site, ils décident de louer un logement sur Prelo. Ça va, le business plan est assez simple, je crois. Hein, ça ressemble un peu à Airbnb, mais ce n'est pas exactement ça. Mais c'est simple. Alors maintenant, continuons. Quel était le problème? Alors, le problème, il arrive. Le problème, c'est qu'on revient à ce graphe. Hein, on revient à ce graphe où, en fait, on ne comprenait pas pourquoi le taux de conversion, le lundi, était incroyablement faible comparé aux autres jours ouvrés de la semaine, le mardi au vendredi. Donc, les deux sales qu'on avait, hein, Kylian et Stéphanie, travaillaient du lundi au vendredi de 9h à 17h. Bien. Maintenant, lorsqu'on a regardé un peu plus en détail la donnée pour comprendre le problème, on s'est aperçu de ceci. Alors, que le taux de conversion, donc passer de prospect à client, diminuait en fonction du temps écoulé entre le moment où le prospect faisait une demande sur le site et le moment où les sales, donc Kylian et Stéphanie, les rappelaient. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, le week-end, on est plutôt dans la zone bleue. Donc, on répond entre 12 heures et 60 heures. Parce que si le vendredi soir, quelqu'un décide de faire une demande sur le site, il n'aura pas de réponse avant lundi. Donc, et là, plus le temps passe, moins on a des chances de le convertir. Donc, le but, c'était de faire passer donc, le temps de réponse en zone bleue également le week-end. Donc, j'imagine que vous devinez la stratégie qui a été émise, tous en cœur, c'est tout simplement avoir un commercial qui travaille le week-end pour garder un taux de conversion au-dessus du 100. Un taux de conversion élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière un chiffre d'affaires qui est plus élevé parce qu'il y aura beaucoup plus de propositions de logements et derrière, c'est plus d'argent pour l'entreprise. Bien. OK. Donc, si on retient un peu ce qu'on a vu de ce business case ensemble, les points clés, c'était le KPI. Ici, le KPI que je n'ai pas arrêté de mettre en avant, c'était le taux de conversion. Ensuite, le problème. Le problème, c'est que normalement, mon taux de conversion est autour de 10% et je ne comprenais pas. Le lundi,
c'était plutôt 3%. Donc, il y avait un gros manque à gagner. Et enfin, l'objectif poursuivi, toujours rester au-dessus des 8%. Donc, répondre en moins de 12 heures. Comment y arriver? La proposition, avoir un sales qui travaille le week-end afin de pouvoir répondre très rapidement. Bien. Alors, si on fait un résumé un peu de ce qui est important dans le data storytelling, même si je n'ai pas parlé de tout, j'ai parlé des attributs préattentifs sur vos graphiques. Indiquer à votre audience où est-ce que votre audience doit regarder. J'ai parlé également d'un titre explicite, donc dire à votre audience où est-ce que vous voulez l'amener. J'ai parlé de storytelling, donc la forme que vous utilisez, le héros de votre histoire qui est votre KPI. Et deux choses dont je n'ai pas parlé. La première, c'est l'audience. Vous n'allez pas présenter de la même manière à une audience qui est une audience de statisticiens avec qui vous allez parler peut-être de p-valeur, vous allez présenter des boîtes à moustaches. Il y a d'autres personnes dans la data, déjà des data ingénieurs. Je ne suis pas sûr que si je leur parle de p-valeur, ils vont forcément comprendre. Mais de l'autre côté, si des data ingénieurs me parlent de données en streaming et compagnie, je ne suis pas sûr que moi, en tant que data analyst, je puisse comprendre. Donc, vraiment faire attention à qui vous parlez. Et bien sûr, le support. Pas avoir trop d'informations sur vos supports. Alors, je vous remercie. Si vous voulez vous renseigner sur le domaine du data storytelling, voici 3 ressources qui sont plutôt bonnes. C'est le moment de prendre des photos si vous voulez ou de l'enregistrer. Et sinon, si vous avez des questions, alors je suis disponible. Merci à vous.